on entre dans l'ère du bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Du coup, continuage de la brochure, finissage de la brochure. Là, ça fait une demi-heure que je stream. On a repris du coup la partie précédente. Et du coup, j'espère que tu vas très bien, toi, YouTube. En tout cas, sur le stream, nous, on va bien. Moi, je suis en train de fumer clope sur clope. Bref. Fuck le Père Noël. Ah, mais comment ça, quel langage? Mais de toute façon, tu me connais, je parle giga mal. Alors, fuck le Père Noël. Euh, Alors, t'es content? Alors, bravo, Nils. Ah non, j'ai la connerie, à l'aide. Euh, Oui, c'est exactement le moment pour te déconcentrer, comme ça, ce sera sauvegardé bien plus longtemps que les archives Twitch. Voilà. Alors t'es content? T'as troqué ta perceuse Aldi contre une Makita. Tu bouffes du magret fourré au foie gras. Ouais, mais tu te torches toujours le cul avec du PQ de merde. Et la bouteille de coca construit toujours le sixième continent. Et c'est pareil pour nous. Parce qu'on change pas le monde. Ça non. On le rend juste plus buvable. On tente de garder des terrains de jeu. Hmm. Il s'agit de ne pas finir le... il s'agit de ne pas finir le dernier des cons. Voler n'enlève pas cet arrière-goût de colère mêlé au dégoût quand on arpente ce monde. Voler ne nous drape pas d'une cape. Comme le disait si bien notre regretté Balavoine, je ne suis pas un héros. Voler peut avoir son revers de la médaille et te transformer en collectionneur de pacotilles. Une sorte de bourgeois de la chour. Pour éviter, vas-y, fais néné. Régale tes potes, arrose les cantines lors de soirées de soutien, paye ta soirée, fais péter tes 10 litres de rhum arrangé, éclate les panses, remplis le garde à manger de ta daronne, enterre les pâtes et le ketchup, fais profiter, transmets ta mythologie du vol. Vol donne Nick. euh, Parce qu'on n'a pas besoin qu'un papy en robe de chambre rouge nous dise qu'on doit arroser le 24 décembre les gens qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. Préservons le partage et l'entraide. Ressuscitons les élans généreux butés à coups de 21e siècle. Au fait, on va pas leur confirmer qu'on est des feignants. Bon, c'est pas l'usine, on passe des heures à perdre notre temps. On fume des clopes en matant les nuages, mais ça passe quand même dur dans les chaumières et les cervelles. Les neurones fument en pensant au comment et pourquoi, foutre le bordel, trouver le beau, ça cultive la force de vie ardemment. Ce message est pour toi, récalcitrant, histoire de te voler le premier argument. Nous aussi, on est convaincus que la confiture de mûre est toujours meilleure quand elle est mijotée dans nos marmites et quand les fruits ont été ramassés par nos propres mimines. On le sait. La confiture maison surpasse de très loin le petit bocal Indus, même bio qui a été fourré dans la poche. T'inquiète, on n'a pas jeté la joie du faire par soi-même à la poubelle. Et bonsoir Replay Values. Et bonsoir Twisted Punk. Ce message est pour toi, récalcitrant. Attends. Mais oui, je viens de lire ça, effectivement, ouais. Ouf, j'ai la tête dans le pâté. Voler c'est chouette. Faire et fabriquer c'est excitant. L'un n'annule pas l'autre. Il ne s'agit pas de concepts rivaux s'affrontant sur un podium. Nous n'opposons pas ces deux pratiques. Au contraire, elles sont en fait bonnes copines. Preuve en est, il faut bien du sucre pour accompagner les murs et mettre un chaos à bonne maman. Donc là, cette image-là, qui est l'image qui avait été réutilisée d'ailleurs dans l'article de CQFD à ce sujet-là, et qui était un article très 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 intéressant, du coup, qui avait retrouvé une des personnes qui avait écrit du coup la brochure, et qui du coup racontait à peu près tout son parcours. Et le pourquoi du comment en fait se retrouver à écrire ce texte là. Bon, bien évidemment la personne reste anonyme de A à Z. Bonus track, petite histoire entre amis. Pas moyen, ce sera tous les jours la fête. C'est quand même meilleur quand c'est gratos. La totale. Ah ça passe. J'ai peur de me faire gronder. Statistiques et gros bâtard. Les bonnes manières ça s'apprend.
là, c'est des anecdotes de Chour. Mais pour, voilà, pour rendre le monde plus chouette, nous avons besoin d'anecdotes de Chour. Ah, pas moyen. J'entends qu'un méga magasin de sport vient d'ouvrir. Il est encore en fignolage. Les caméras et les portiques ne sont pas encore installés. Une aubaine. Faisons vite. Direction la zone industrielle, au royaume de l'éclairage tungstène et de la conso à outrance. Ah, pour la faire courte, je suis en mode nique tout. Je pense que c'est peinard. Bon, par contre, ce que je vise est protégé par des vides verrouillées. Je viens de perdre 30 minutes dans un labyrinthe de Jiffy, la grande récré, Queer Center et autres lieux répugnants. Alors je ne repars pas les mains vides. Pas moyen. Tant qu'af, plein de désinvolture, je fourre dans les poches intérieures de ma veste une frontale de la mort et des gants ultra high-tech. Total, 110 €. Tuk tuk. Voilà, en fait, le contexte de la brochure, c'est une brochure en fait à la base technique sur tout ce qui est le vol à l'étalage dans les grandes surfaces. Et là, du coup, c'est quelques anecdotes de Chour de gens. Et en fait, je termine ce texte-là parce que je l'avais déjà lu en stream, mais il y a longtemps, il y a quelque chose comme 2 mois. Paf. Hop là, Vlatipa, le lien qui pop pile poil dans le chat. Et voilà. Bon, total 110 €. Et là, c'est pas glorieux. Je me dirige vers la sortie, mais au niveau de la porte, un chouf m'attrape. Me demande de vider mes poches. Je tente de forcer le passage, d'atteindre l'extérieur. Ma grippe sévère le bras. Je résiste. Il ouvre mes poches. Son pote collabo applique, c'est mort. En gros, Chouf 1 m'a vu, m'a pisté et a utilisé un talkie pour recommander à Chouf 2 de m'attendre à la sortie. La suite, je m'étais déjà fait choper avec le coup du cabas, dans un intermarché la semaine précédente. J'en avais eu pour 100 balles. Dans ma tête, rupture. 200 € en 2 semaines. Pas moyen. Je refuse de payer. S'ensuit une scène étrange, burlesque et absurde, à l'arrière du magasin. Le boss appelle les condés devant ma gueule. Ils sont censés venir me chercher d'ici peu. Et là, Chouf 1, Chouf 2 et l'ami qui m'accompagnait essaient de me ramener à la raison. Paye, pas moyen. Tu vas passer ta journée en garde à vue, paye, pas moyen. T'auras un procès au cul, ils vont prendre tes empreintes, paye, pas moyen. T'auras un rappel à la loi, paye, pas moyen. Ainsi de suite pendant un quart d'heure. Je finis par céder, rentre ma carte bleue dans la machine, ça me hérisse le poil. Puis je sors la tête basse de... puis je sors la tête basse de ce magasin de merde. La rage à la gorge. Le compte en banque écarlate, amputé de 110 balles. Désormais équipé d'une frontale ridicule digne d'un roman de science-fiction et de gants tout de même chamés. 2 objets qui prendront quelques mois à la poussière au fond de mon armoire avant que je ne les utilise. Le temps de digérer, le temps d'oublier. Ce sera tous les jours la fête. J'ai commencé par une boîte de chewing-gum quand j'étais gamine. La caissière m'a évidemment pécho et ma mère m'a retourné une belle mandale. Boum. J'avais compris la leçon. Ok. Je ne recommencerai plus. Enfin. Même si mes joues s'en souviennent, j'ai bien aimé ce petit frisson lorsque j'avais glissé les malabars dans mon sac Tortue Ninja. Puis... j'ai plus jamais tenté le coup jusqu'à ce que je quitte le cocon familial. Et son douillet compte en banque. Bah ouais, fallait se nourrir toute seule. Bye bye le rôti patate du dimanche, l'entrecôte au grill, les tartines de saumon. Mais attends, y a pas moyen que je me contente de pâte au beurre midi et soir. Je l'aimais bien le rôti du dimanche. Même, pourquoi serait-il réservé au dimanche? Non, ce sera tous les jours la fête. D'autant que j'étais pas seul. Il y avait maintenant une nouvelle famille à nourrir. Les copains, ils aimaient bien manger. Alors, pendant quelques années, ça a été la bonne teuf du slip. Au moins 2-3 fois par semaine. On se faisait des méga bouffes. C'en était presque indécent. J'aimais trop ces moments. On dépouillait le monop du centre-ville, on rentrait à la maison, les copains avaient franchement les crocs. On déballait ce qu'on avait dans le sac. Tourne d'eau, foie gras, saumon et du bon pif évidemment. Plus besoin d'attendre Noël, les anniversaires, le passage à l'an 2000, toutes ces fêtes à la con. Nous, on avait décidé que ce serait tous les jours la fête. Oh tiens, coucou Guillaume. Ah bah oui, la brochure.
J'avais commencé il y a 2 mois, donc autant que je la finisse quand même. Ah, c'est quand même meilleur quand c'est gratos. Bon, l'idée était simple. On voulait faire du rhum arrangé en masse pour le carnaval. Alors, on a fait le tour des supermarchés de campagne, ces supermarchés où tu te dis, quand tu as l'habitude des magasins de centre-ville, que c'est quand même bien plus pépère que les magasins de centre-ville. Voire complètement free binouze. C'est même limite trompeur, car quand tu débarques dans ces endroits, t'as tendance à te dire que tu peux piller le magasin sous la gueule des caissiers. Des vigiles, voire des patrons, il se passera rien. C'est donc toute confiante que j'arrive dans le Super U avec les copains. Franchement, c'était scandaleux. On n'avait pas vraiment préparé le visuel. On ne s'était pas du tout déguisé. On l'a joué en mode ultra cash. On arrive, on fait van qu'on se connaît pas. On est tout de noir vêtus, les sacs prêts à être remplis. Ah, sérieusement, on était cramés à 10 000. Mais des fois, tu te dis, plus c'est gros, plus ça passe. On s'était répartis en petits groupes pour sortir le maximum de taille de rhum. Ah ouais, il y avait du monde sur le projet rhum arrangé. Bref, c'était marrant d'errer dans les rayons et de se lancer des regards complices avec les potes, de capter ces gestes que les choufs ne sont pas censés voir, de comparer les techniques. Il y a plusieurs écoles chez les copains. Les partisans de la veste à poche, ceux du sac en bandoulière, voire du sac ordinateur. Ah, celui-là, il passe nickel avec une petite chemise et des lunettes d'informaticien. Ou encore, la bonne vieille technique du calbut. Bref, je fais mon petit tour du magasin, je mets 2 tailles dans mon sac. Bon, j'avoue, j'y vais seulement. Je me contente de regarder très rapidement s'il y a des caméras et donc des angles morts. Je ne me méfie pas vraiment des gens. Je commence quand même un peu à flipper quand je vois que certains potes reposent ce qu'ils avaient chouré. Ils quittent le magot, il y a quelque chose qui cloche. Ils ont dû attirer l'attention. Faut dire qu'ils étaient bien cramés dès le début. Bon, ça me fait marrer, je me dis que ça passe pour moi. Je vais à la caisse, j'achète du beurre. Bon, en fait, j'ai 2 sacs. Un sac de meuf et mon sac à dos avec du rhum. Je remarque que la caissière me regarde chelou. Je comprends pas trop. Je me dis juste que ma gueule ne lui revient pas. J'essaie de faire 2-3 blagues, d'être sympa, quoi. Coucou, carnet. Ah, c'était sûr. Elle me demande d'ouvrir mon sac. Feignant d'être scandalisé, j'accepte. Et je tente de lui la faire à l'envers. Je pose mon sac à dos rempli de rhum par terre afin de lui faire vérifier que mon sac à main à peu près vide. Au début, elle n'y voit que du feu, mais je pose mon sac à dos par terre un peu trop brusquement, faisant teinter les bouteilles. Précisément à ce moment-là, je me déteste. En voilà, c'est cramé, mais je me démonte pas. Elle me demande d'ouvrir mon second sac et tombe évidemment sur les bouteilles de rhum. Place à la stratégie que j'applique à chaque fois que je me fais pécho. Ni en bloc. Je fais la meuf scandalisée. Je lui dis que j'ai acheté l'alcool dans le magasin d'à côté. Là, elle appelle le gérant du magasin qui me prouve que les bouteilles leur appartiennent. Bien, une sombre histoire de code barre. Mais même là, quand c'est mort, je continue de nier. Même si toutes les preuves sont là, le dialogue devient complètement absurde. Contre toutes les évidences, j'affirme que je ne vais quand même pas payer 2 fois un article. Dans le fond, ça me fait un peu marrer, mais ça me fait surtout chier de devoir sortir ma thune. Parce que je sais très bien que j'ai perdu et que je vais devoir payer. Le vigile et le gérant me remettent un coup de pression, je décide de lâcher l'affaire. Je sors ma carte bleue tout en criant au scandale, à la calomnie. En face, ils se foutent bien de ma gueule. Là, le vigile se ramène en mode coup de pression. Le gérant du magasin m'intime de ne plus revenir. Et évidemment, je vais revenir. Dans ton magot de c'est mort, connard. Je repars un peu la queue entre les jambes, mais la tête haute. Dans mon esprit, j'étais même convaincu de mon mensonge. Presque certaine que le magasin m'avait bel et bien arnaqué. Le rhum arrangé était bon, il aurait été meilleur s'il avait été gratos. Oh, d'ailleurs, le rhum arrangé. Pardon. Mais là, d'un coup, ça m'a... Oh d'un coup, j'ai des envies de rhum arrangé, c'est démoniaque. La totale. Des questions me taraudent. J'ai besoin de tailler une brèche dans l'air vicié de la ville aux milliers de visages, fantômes engloutis dans l'archaïque inconscient collectif sirupeux qui dégouline et anesthésie mes pores. À devenir malade et fou, convulsé de révolte, j'appelle une amie, Fanny, et lui demande les clés de sa bagnole.
Je fourre un passe-montagne et mon sac à dos dedans et m'ouvre une draille vers les sentes des Corbières. Histoire de revivifier les anticorps et de nettoyer mes fibres, je m'arrache de ce décor. Pendant le trajet, une douleur violente me saisit. Tempête chronique sous un crâne intenable. Je m'étais promis une grève de Doliprane. Je m'arrête dans un bled à la Biocop. Des pointes perforent lobe temporal et lobe occipital. La vision se dégrade et le corps en tension flambe. Je saisis 3 fioles d'huile essentielle, menthe poivrée, orange douce, petits grains brigadier et les glisse dans une poche intérieure de ma veste. Puis je prends des bananes, clémentines et radis noirs que je paye. Les montagnes, enfin serein après une marche. Au sommet d'un mont où aucun réseau téléphonique ne passe. Thermos de tisane au romarin et aux bépines. Le front badigeonné de menthe et du brigadier sur le plexus. Calmez-vous avec les licences politiques, je vous en conjure. Ce n'est pas une chose d'infliger une petite bichette à 22h du soir. Mais c'est vrai que... alors, sans déconner... mince. Il me semble que c'est le Gentleman qui a taffé pendant pas mal de temps en Biocop et ouais. Ouais. C'est Robocop, c'est mieux. Hein. Oh. Arrêtez avec vos histoires d'armes arrangées, ça me... Il y a des tentations en moi qui viennent. C'est terrible. Et si tu veux, Carnet, pour te faire un petit peu une idée de ce qu'est le rhum arrangé, comment dire, imagine genre littéralement un jus de fruits, mais où tu aurais rajouté plein d'épices super précises là-dedans. Voilà, c'est pour donner un petit peu une idée du soin qui est apporté au truc. C'est trop bien le rhum arrangé. Alors, tac. Je respire profondément un long moment en savourant le coucher de soleil. Je passe le détail des nuances de couleurs et des sensations qui m'envahissent. Que vivent les peintres! Le corps éventé s'apaise. La nuit fut douce. Odeur d'orange, réveil fugace. L'aurore et les montagnes. Je me rendors avec une légère migraine. Ah! Une dose de morphine, s'il vous plaît! Le corps tendre au matin et chant de merle. Je m'en retourne par les routes tortueuses des nuées de craves et quelques vols de buse. Le téléphone sonne. Messagerie. 13 appels en absence. J'écoute. Ah, voilà l'affaire. La voiture prêtée la veille est au nom de Mireille Lulle, qui n'est autre que la tante de Fanny. Quant à la pote, elle est à Paris pour le week-end. Alors que je léchais les montagnes hier soir, les gendarmes appelaient Mireille en lui faisant peur. Bonsoir madame, vous êtes bien la propriétaire du véhicule tatati tatata, votre véhicule est impliqué dans un braquage, nous sommes à la recherche d'un suspect filmé par les caméras et que le gérant du magasin a vu en train de voler. Il a relevé le numéro de la plaque d'immatriculation. Un braquage. Ok, très bien. Alors... Ah oui. Oui. D'accord. Coucou chat. Alors... allons-y voir. Hein. L'attente dans la pérégrination des experts sur M6, tremblante, appelait sa nièce afin de savoir si la voiture était en sa possession. Fanny, ne sachant rien et ne voulant pas m'incriminer, répond que la bagnole est garée devant chez elle et qu'elle n'en sait pas plus. Toujours affolée, sa tante faisait 1 heure de route pour vérifier si la voiture était toujours là et si le gérant du magasin ne s'était pas trompé. En l'occurrence, pas de caisse. La tante rappelait sa nièce chérie qui lui répondait qu'elle n'en savait rien, tout en essayant en vain de me joindre afin d'en savoir plus. Pendant ce laps de temps, la gendarmerie rappelait Madame Lulle, qui dans la panique leur dira « Il y a eu vol de la voiture et ma nièce n'y est en rien appliquée. » Qui s'écarpe ma bagnole en bleu? Non mais c'est pas possible. Nuit tumultueuse pour cette dame. Je m'en suis excusé après une discussion complexe sur le vol. La débrouille et le désir de vivre avec plaisir la précarité. De bon matin, au col entre 2 virages, me voilà au fait de l'affaire. Décidé, je retourne au magasin pour amener la fiole d'orange douce qui est simplement ouverte.
en espérant que le gérant n'a pas tout vu. Le bougre. Il n'a pas tout vu. Non, il n'a pas tout vu. Alors débute la pléthore habituelle, mais tout de même. Vous n'avez pas les moyens de vous payer de l'huile essentielle pour vos douleurs, aller en pharmacie prendre des antidouleurs. Mais le pire, c'est qu'il essaie de savoir si ce n'est pas des gens du coin qui m'auraient conseillé de venir voler ici. Puis il reprend. Les voleurs sont tous des innocents, vous avez l'air d'un coutumier, le seul moyen que je vois pour vous arrêter c'est de porter plainte. Et le pompon dans cela, c'est qu'il me prend pour un voleur de voiture. Je me dis silencieux, en faisant mine de l'écouter. Ouais, il pourrait rajouter qu'il faut couper la main au voleur. Si j'étais d'accord avec lui, s'il avait assigné à ce terme les noms de Claude Guéant, Giorgio Orsoni, Patrick Balkany, EDF, ou encore n'importe quelle banque et agence immobilière. Je me sens tant légitime à voler pour me guérir et pour me nourrir que je en touche 3 mots avec un ton d'entremise, car il n'est jamais agréable de se faire voler. Fallait le ménager et j'avais très envie qu'il change d'avis à propos de la plainte. Sur ce, je m'excuse, paye la fiole et me barre de là. Ah tiens, coucou Adi. 4 gendarmes devant la porte. Attends. Sur ce, je m'excuse, paye la fiole et me barre de là. 4 gendarmes devant la porte. Ils ont l'impression d'être devant un bandit de grand chemin qu'ils vont appréhender. Leur voiture bloque la route à celle que j'ai empruntée. Ouais, monsieur, vous allez avoir des problèmes, dit le plus gradé en me saisissant par le bras, aidé par son collègue. J'ai réglé la fiole au magasin. Le gérant ne veut plus porter plainte. Veuillez me lâcher, s'il vous plaît. Je sens qu'au moindre geste, les trois keufs ignares autour du chef de brigade me sauteraient dessus. Le plus imposant veut me mettre les menottes, alors que je demande pour quel motif en tentant de dire que la voiture m'a été prêtée pour une escapade en montagne et qu'il y a erreur. Ne me croyant pas, et ne me laissant pas parler, il me lâche tout de même le bras et me demande d'ouvrir la voiture et de lui remettre les papiers avec le ton le plus autoritaire et méprisant qu'il puisse grommeler. Je m'exécute en regardant d'un air goguenard un des gendarmes fouillant le véhicule. Moi, là, respirant pour ne pas me laisser envahir par un sentiment de peur qui ferait un instant vaciller mes guiboles ou me ferait rugir de colère. On n'allait pas rajouter à ce périple outrage et rébellion. Je leur conseille d'appeler mon ami car l'approprio ne sait pas pourquoi je suis en possession du véhicule. Il refuse et appelle la tante. Madame, nous avons arrêté le suspect et retrouvé votre voiture. Elle est en bon état. Il nous dit que c'est un ami de votre nièce et qu'elle est au courant et que c'est un prêt pour le week-end. La tante répond que ce n'est pas possible, que sa nièce lui a dit que la voiture était devant chez elle. C'est un voleur, il y a abus de confiance. Vous voulez porter plainte, madame ? Lui répond le gros enfoiré, car il est énorme, moustachu et l'œil petit. Il regarde ses 3 collègues, tous jubilent, tronche de pauvre flics de campagne, qui se font chier dans leur bureau pourri. Voyant leur ganache et ma mise en garde à vue, prégnante, je compose le numéro de la pote discrètement et simule un appel. Allô oui, Fanny ? Voudrais-tu dire aux gendarmes que tu m'as bien prêté consciemment la voiture, je te le passe ? Je remets le téléphone au gendarme. Elle lui dit clairement que c'est un prêt pour le week-end et que sa tante s'est laissée emporter par la peur qu'il lui suscitait au téléphone. Toute son autorité s'effondrant. Le voilà qui insulte mon ami. Alors délicatement, je glisse au gendarme grossier. Veuillez parler autrement, s'il vous plaît. Le malentendu est clos. Il raccroche et me fixe longuement avec des billes de nerfs ignares. Il n'a plus rien contre moi. Il me toise en déclarant violemment. C'est moi qui décide si c'est clos, dégagez du département, que je ne vous vois plus sur mes routes. Je tiens mes tritons crétés et le feu, puis rentre dans la voiture en me disant que la tranquillité sera pour un prochain jour ou un prochain siècle. Soupirant, je m'en sors sans mal, car je suis un blanc-bec aux yeux clairs. Sur la route, peu fier, une phrase de René Char me revient en boucle. Accumule puis distribue. Soit la partie du miroir de l'univers la plus dense, la plus utile et la moins apparente.
Mais non, mais oui, ça c'est littéralement comment dire le running gag du flic qui se fait chier. Parce qu'en fait, le gros du travail policier, bah, c'est d'attendre en fait. C'est le keuf moyen passe son temps à ne rien faire et à attendre et à remplir de la paperasse. Voilà. Ça doit être sans doute d'ailleurs dans les travails, dans le taf factuel que font beaucoup les keufs, la partie la plus intéressante, hein, faire du paplard. Mais autrement, ouais, les keufs en mission, c'est des types qui attendent. Voilà. Et évidemment, on leur enseigne, comment dire, que ce taf-là sera rempli d'actions, qui vont arrêter les méchants, en courant, les cheveux dans le vent, sauvant la veuve et l'orphelin. Bah non. Bah non. Faut dire la réalité du travail. Alors évidemment, la réalité du travail, ça va faire venir personne. Mais bon, bah, si le travail il est nul, c'est c'est pas c'est pas de la faute des keufs. Hein. Enfin, c'est pas de la faute des personnes, et c'est encore moins de la faute des personnes qui se retrouvent face aux keufs. C'est un travail de con, quoi, le travail de la quête de l'État. Ça passe. Il faut que je me chope un putain de bête de sac de rando. La veille, je me suis fait de bons repérages. J'ai choisi le sac que je voulais embarquer. Celui bien moins cher dont je prendrai l'étiquette. Les caméras et leurs angles morts, les gueules des civils et le nombre de vigiles en uniforme. Je cale le vélo dans une petite rue à 200 mètres. Sait-on jamais. S'il faut courir. Mais juste avant de rentrer, je me rends compte que mes nouvelles pompes en cuir me cisaillent les orteils en deux. Et je suis à l'étroit dans mon jean pseudo-smart qu'on m'a prêté. On m'a plâtré les jambes, bordel. On va tous mourir à cause des flics. On est obligé de couper tous les arbres pour faire du papier, pour qu'ils puissent faire des rapports dont tout le monde se fout. Mais oui, non, c'est un peu ça. Hein. Alors, bon, ok, je présente mieux qu'en jogging basket, mais ce serait bien dur de courir, vélo ou pas. Une longue inspiration, celle-ci longue et lente, qui me fait d'un coup, d'un seul, gonfler poumons et estomac tout de go. Les portes automatiques s'ouvrent comme un rideau de théâtre. Lumière. Je foule les premières planches d'un pas décidé, feignant le consommateur lambda. Croise le regard du vigile à l'entrée, lui dit bonjour en espérant ne pas trop en faire. Salut, je viens de piller, grosse raclure. Je passe un quart d'heure à me balader dans les rayons, histoire de sentir l'atmosphère, vérifier si je ne suis pas suivi, me détendre, inspirer bien fort, expirer plus fort encore. Je continue mon jeu d'acteur jusqu'à ce que les deux parpaings qui me servent de grolle me menacent d'amputation. Direction le rayon des sacs de rando. Passer par le coin, natation et éviter la casse-prison. Cash. Je me mets au turbin. J'arrache l'étiquette fixée au bout d'une ficelle en plastique du sac à 15 balles. Puis fais 3 pas chassés sur la droite. Une sorte de crabe habit des quatre. Pour me placer face à l'objet de mes convoitises. Oh merde, putain de merde, c'est quoi toutes ces étiquettes, bordel? La veille, il y en avait qu'une seule. Aujourd'hui, le sac en est farci. Étiquette de promo, étiquette de manuel constructeur, étiquette cousue avec un code barre, autocollant, quechua en pagaille. Je ne perds pas de temps et ne fais pas dans la finesse. Je les arrache toutes en prenant soin de garder les mains à l'intérieur de l'étagère pour que la caméra ne calcule pas ce que je trafique. Je planque tous les paplards dans un autre sac et recale à l'arrache celle du sac à 15 € autour d'une sangle. Je le chope et me dirige illico aux caisses. Dans la queue, je jette 2 ou 3 coups d'œil furtifs au vigile de l'entrée pour voir s'il me jette 2 ou 3 coups d'œil furtifs. Tango Charlie négatif. Ah, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe.
La caissière prend le sac, le tourne, le retourne, l'ausculte, le retourne à nouveau, elle cherche le code barre qui était cousu, puis se résigne et finit par biper l'étiquette que j'ai ajustée au bout du fil en nylon. J'expire. Ça faisera 15,99 € s'il vous plaît. Plus que 10 mètres et je suis dehors. Je regarde pas le vigile de peur qu'il lise dans mes pensées. Avancer tout droit avec une allure mi-déterminée, mi-benet. 2 mètres, 1 mètre 5, je sonne au portique. La conne de toi, bordel de merde de Dieu! Bonjour monsieur, je peux avoir votre ticket de caisse s'il vous plaît? Mais bien sûr, tenez! Le chien sort son iPhone et tapote le numéro de ticket de caisse. Qu'est-ce qu'il fout? J'envisage de prendre mes jambes à mon cou, mais il me bouche la sortie et les portes sont fermées. Je mate furtivement son écran où, surprise, de la modernité, s'affiche la photo du premier sac à dos, celui sur lequel j'ai chopé l'étiquette. Ok, c'est bon, fin de partie. J'ai pas les thunes pour payer. C'est la 3e fois que je me fais choper dans ce magasin. Je suis bon pour bouffer de la blanquette et du riz en barquette, Sodexo dans une cellule de la maison Poulaga. Pas grave, je me prépare, allez c'est parti. Le vigile regarde la photo sur l'écran, baisse les yeux et le compare à celui que j'ai entre les pieds. Il doute. Il revient sur son écran pour vérifier à nouveau s'il s'y prend à 3 fois. Le cœur s'est déplacé dans les tempes, cette douce impression qu'on me charcute au marteau-piqueur. Ces secondes s'étirent à n'en plus finir et ce sale vigile prend le temps de jouer au jeu de cette différence. Il me tend le ticket de caisse. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le sac n'avait plus rien qui sonnait. C'est le vigile qui a déclenché le portique avec sa télécommande plaquée dans sa poche. Bon, ils font souvent ça pour justifier d'arrêter le client qu'ils soupçonnent. J'ai eu de la chance parce que le premier sac, celui sur lequel j'ai chopé le code barre, ressemblait beaucoup, couleur et forme, à celui que je convoitais et qui se trouvait entre mes pieds lorsque le vigile comparait les deux. À noter aussi, sur son IFOP, l'image du produit est vraiment minuscule. Et le vigile ne peut pas vraiment la regarder bien en détail. Si les deux produits se ressemblent beaucoup, comme dans mon cas, il est difficile pour lui de les distinguer. Faux plâtre pour la chour, pire plan. Pire plan. Vraiment. Faut que ça soit. Comment dire? Pire plan parce qu'en fait, faut aussi songer de pouvoir se barrer vite. Si on choure vraiment des trucs vénères et qu'on peut pas payer. Voilà, et non, en fait, ça dépend vraiment des gens. Genre moi, ouais, c'était les poches décousues du manteau. C'était un peu ma stratégie préférée. J'ai peur de me faire gronder. J'ai bien tout lu. L'autonomie italienne des années 70. L'autonomie tout court d'ailleurs. L'usine en noir et blanc, qu'ont les crocs et les boules. Tous ces trucs avec lesquels tu chemines progressivement sur la grande route de la promo permanente avec la gratuité comme horizon. J'ai tout bien vécu. La surenchère et l'émulation avec les copains et les copines, la dèche, le partage et la démerde. Il a bien fallu me rendre à l'évidence. Tout payer, ce serait trop bête. Je ne pousserai pas plus loin la justification de la chose. D'autres le font et le feront mieux que moi. Mais assez vite s'est dressé entre l'abondance et moi-même un ennemi de taille, la frousse. Les miquettes, les chocottes, et leur mère abusive à toutes les trois, la morale. J'aimerais beaucoup vous faire un couplet sur mon dépassement de la chose, ce long trajet vers l'émancipation vis-à-vis de mes propres peurs. Mais ce serait mentir. J'ai toujours peur de me faire pécho. J'ai toujours peur de me faire gronder. J'ai toujours peur que les gens soient déçus par mon attitude. J'ai toujours peur que maman m'engueule. Et là, à ce moment, il y a maman qui arrive dans le chat. Mais enfin, mais de quoi tu parles? Mais c'est terrible! C'est quoi? T'enseignes les gens à tirer des trucs, c'est lamentable! Oh, terrible moment familial. Ah. Bref. Pouf pouf. Longtemps, je me suis contenté de me remplir les poches, la veste,
Le sac, j'y arrivais pas ou peu. Ça aurait été rompre mon rituel de discrétion. Euh, Mon rituel de discrétion, c'est un trajet dans le magasin où je me pense comme le client idéal, sympathique, avenant et responsable. Souvent, je compte sur mes doigts le nombre de mes invités, fictifs qui viennent manger des verrines le soir après le boulot dans mon loft de jeunes cadres dynamiques. Je prends un air concerné, avec dans la main un aliment de merde moderne et suremballé, tout en me demandant s'il y en aura assez pour tous mes invités. Fictif, moderne et suremballé. Je me dis que la caméra voit ça, mon état d'esprit, et que tant qu'elle m'identifie comme un gros naze, je suis tranquille. Même mes gestes de chour rentrent dans le cadre du rituel de discrétion. Ils sont invisibles, pas de provoque. Du coup, remplir le sac, ce serait tout mettre à mal. Alors, je m'abstiens. J'ai toujours peur de me faire pécho. J'ai toujours peur de me faire gronder. J'ai toujours peur que les gens soient déçus par mon attitude. J'ai toujours peur que maman m'engueule. Et maman, si t'es dans le chat, engueule-moi par SMS, mais pas dans le chat. Puis sont arrivés les repas collectifs et les quelques bouffes de rue qu'on a organisées. Et là, le Jean-Michel Avenant qui compte sur ses doigts, en remplissant sa veste, s'est rendu compte que d'autres sortaient plus de bouffe que lui. Mais pour autant, le grand angoissé de nature que je suis ne pouvait se résoudre à affronter 10 passages en caisse dans la journée. Le temps de tout sortir petit à petit. Double fond rempli, achetant du PQ et des pâtes à chaque fois. Quand on est fragile dans sa tête, mais intransigeant niveau gratuité, le regard de la caissière et l'oreillette du vigile, on les défie, mais on gère difficilement les émotions attenantes à la transgression de la règle. Aussi merdique qu'elle soit, aussi incontournable que soit l'impératif de ne pas se soumettre à une règle qui porte en elle ce monde de merde, sa crasse et sa violence. Mais de tout ça, de la règle du monde de merde, la transpiration, le cœur qui bat, la parano et tous les inscrits au cœur du corps qui nous conditionnent à prendre part à l'ineptie consumériste, s'en foutent. Et ton t-shirt, il pue et t'es claqué quand t'as passé une journée à sortir de la bouffe. Bonsoir maman. J'ai toujours peur de me faire pécho, j'ai toujours peur de me faire gronder, j'ai toujours peur que les gens soient déçus par mon attitude, j'ai toujours peur que maman m'engueule. Alors, fallait que je trouve une nouvelle histoire à ce Jean-Michel Avenant, lui permettant de sortir un max de bouffe. Je décidais donc d'arrêter avec le double fond trop fastidieux et de remplir plutôt le cabas avant de sortir par l'entrée. Parfois chanceux quand l'entrée s'ouvre dans les deux sens. D'autres fois organisé quand un complice doit l'ouvrir pour moi. Parfois je fais avec le mec ou la meuf qui mendie devant le supermarché et là ça devient franchement surréaliste. Au final, l'affaire s'est avérée plus risquée mais plus rentable. Et Jean-Michel, me demanderez-vous? Je décidais que Jean-Michel faisait ses courses comme tout le monde, comptait toujours sur ses doigts, mais qu'au moment où son cabas était plein, il décidait de sortir pour chercher un caddie, afin d'être en mesure de continuer ses courses. Et que craignant de se faire piquer son cabas, il décidait de sortir avec. Cette histoire, je n'ai encore jamais eu à l'utiliser, mais aussi stupide et improbable soit-elle, elle me permet de défier ma peur tout en la feintant. En me racontant l'histoire de Jean-Michel, je me situe dans mon bon droit et me persuade que je ne suis pas en train de voler. Loin de moi cette idée, évidemment, mais bel et bien de faire mes courses normalement. Et qu'il est décemment imaginable que quelqu'un sorte avec son cabas devenu trop plein pour tout transvaser dans un caddie tout vide. Ça c'est quand même osé. J'ai toujours peur de me faire pécho, j'ai toujours peur de me faire gronder. J'ai toujours peur que les gens soient déçus par mon attitude. J'ai toujours peur que maman m'engueule. Et maman, si tu dois m'engueuler, ne traîne pas. Il n'y a que quand je suis sorti depuis 10 mètres, que je n'ai entendu personne courir ou appeler après moi, et que j'accélère le pas jusqu'à la voiture, que je quitte Jean-Michel, avenant pour retrouver la gratuité et son excitation. Quand je vole, je me déguise, mais dans ma tête, manière de berner ma psyché abîmée de mecs coupables et peureux. Et de nombreux banquets en ont abondamment bénéficié. Il y a toujours ce moment où tu franchis l'entrée avec 200 € de bouffe dans le cabas et où tu
prend la même transpiration que quand l'infirmière va te piquer. C'est pas agréable. Mais dans ces moments, il se produit un événement étrange. Le Jean-Michel Avenant se met parfois à penser, tout enveloppé dans sa norme et son bon droit qu'il est, que c'est le fait même de voler qui est logique et absolument légitime. Il vient alors toquer à la porte de ma peur, la prend par la main, et tous les deux sortent par l'entrée. Dans leur bon droit, mon déguisement et mes idées se nourrissent et s'interpénètrent. Et quand la morale prend un tir, c'est la peur de vivre qui recule. J'ai toujours peur de me faire pécho, j'ai toujours peur de me faire gronder, j'ai toujours peur que les gens soient déçus par mon attitude, j'ai toujours peur que maman m'engueule. Mais aussi, parfois quand même, j'en ai rien à foutre. Alors ça, ce j'en ai rien à foutre est un j'en ai rien à foutre les plus délicieux que j'ai jamais lu de ma vie. Statistique et gros bâtard. Ah. Paf. Alors, vous allez m'excuser, je le sais très bien, mais Attends, Parabellum a vraiment repris du Didier Super? Non. Ah non, mais je savais que Parabellum, ça avait du potentiel pour être incroyable, mais quand même. Ah, en vrai, très sincèrement, n'hésite pas à faire croquer. Hein. Ah, ça sera écouté avec plaisir. Statistique et gros bâtard. Ça va faire bien manger, bien boire, régaler les copains et les copines. C'est en gros une affaire de statistiques et de préjugés. Préjugés. Je suis blanc, la trentaine, pas trop dégueulasse sur moi. Statistique. Mon client est la plus grande surface que je peux trouver de préférence, passée en bas de chez moi, et qui dispose d'un rayon de bouffe à la découpe. J'ai pas la statistique officielle, mais j'ai le sentiment que là où les clampins installés devant les 12 000 écrans des 12 000 caméras de magasins lorgnent vachement plus sur le rayon alcool, jeux vidéo ou outillage que sur le rayon boudin et longe de veau. Alors une fois mise à l'ombre... Alors, donc, une fois mise à l'ombre, le butin dans mon sac en bandoulière, direction les caisses automatiques. Il se trouve que j'oublie souvent qu'il y a du matos dans le sac. Hein. Alzheimer, mon pote. Ce jour-là, veille de réveillon, il me fallait une flasque de kirsch pour faire du vin chaud. Tu sais, le genre de mini-bouteille que tu flingues en 5 minutes lors de ces fins de soirée où t'as trouvé qu'une station-service pour acheter un truc pour te finir. Et tu sais aussi, comme je le savais, qu'il y a toujours un putain d'antivol sur ces merdes. Mais je ne sais pas pourquoi. En regardant à travers le précieux liquide dans la bouteille, je n'en ai pas vu. Et j'ai donc glissé ça dans le sac. Alzheimer, hein, décidément. Alors, à savoir que l'antivol là dont il parle, c'est une espèce de merde autocollante qui fonctionne de manière électromagnétique. Me voilà donc partant fièrement avec mes 2 sachets de pâtes payés et le reste dans mon sac. Traversant l'air de rien, les portiques. Toujours mon casque audio sur les oreilles, zik éteinte bien sûr. Comme ça, si un truc sonne, je peux toujours me tracer en feignant de ne pas avoir entendu la caissière me rappeler à l'ordre. Je me dis souvent, la partie vérifiée de la théorie, ça a sonné, j'ai faim de rien entendre et j'ai tracé comme si de rien n'était. Bon, la partie non vérifiée de la théorie. La caissière ne s'est pas contentée de me rappeler de loin, ne quittant pas son précieux poste de peur de laisser les 5 autres clients se barrer sans payer. Non. Elle a quitté son poste et m'a rattrapé. Suppôt du système! Me voilà donc parti dans de bredouillantes explications, comme quoi j'avais déjà payé tout ça lors d'un premier passage. Mais j'étais revenu parce que tu comprends, j'avais oublié 2 sachets de tortellini. Bon, bien sûr, plutôt que de me dire « Allez, ça va pour cette fois », la caissière a appelé le security chief. Oui, non, mais oui. Mais de toute façon, un morceau qui s'appelle J'en ai rien à foutre, c'est pas... voilà, enfin, ça sent pas la finesse, Kali, tu sais.
Voilà donc parti dans de brouillons... oui, voilà. Rebelote, le scénario improvisé, le cœur un peu moins palpitant dans la poitrine, je commençais à me raisonner, après tout, il ne devait pas y avoir plus de 80 balles dans mon sac, rien qui relève de la haute délinquance, mais mes explications toujours aussi peu convaincantes. Après m'avoir demandé à quelle caisse j'étais passé la première fois avec tous ces articles dans mon sac, le mec m'amène à l'accueil et me prend quelques articles. Il les scanne et commence à chercher mon passage dans l'ordinateur. Cherche que tu chercheras. Ne trouvant rien, il me demande de répéter l'histoire. Je le fais, il me cherche de nouveau, me redemande encore, je lui répète, il me recherche. Et enfin il me dit, on vous trouve pas. Sans déconner. Puis, on peut vous chercher une quatrième fois, mais si on ne vous trouve toujours pas, on considérera que c'est du vol. Donc si vous n'avez pas payé ces articles, il vaut mieux nous le dire maintenant. Ouais, bon, ne me cherchez pas non plus, hein, vous ne trouverez pas plus. Voilà donc parti pour la deuxième partie du scénario. On s'est partagé les courses pour le réveillon avec les potes, mais j'ai pas les moyens et je voulais pas leur dire et qu'ils payent tous, blablabla. Après avoir demandé ce qu'il allait advenir de moi, feignant de me voir déjà à Fresnes, le mec me dit que si je règle le tout, il n'y aura pas de poursuite. Oui, non, mais je paye, merci. Voilà, ça fait mal de dire merci au security chief, mais tu sais que c'est pour ton bien. Je paye donc. 6 mois plus tard, convoque au poste. Je dois faire une déposition car le putain de supermarché Auchan a déposé plainte. À nouveau, 6 mois plus tard, passage devant le substitut du proc. J'entre. Lui. Bon, c'est la première fois, je suppose. Fait-il d'un ton affirmatif. Moi, timidement. Oui, et la dernière. Ça se voit. Moi, voyant direct à quel genre de salopard raciste j'ai affaire. Ah bon? Mais comment ça? Le salopard. Vous savez, les voleurs, on les reconnaît, et vous ne leur ressemblez pas. La raclure, effectivement. Intérieurement, j'ai envie de le défoncer, de lui péter ses dents contre la table en faux bois. Extérieurement, je la joue petit blanc sympa qui se dit que la justice fait bien son travail et qu'elle n'y reprendra pas plus, qu'elle ne reprendra plus à jouer. Verdict, un timbre-amende de 100 balles plus remboursement en champ de la somme que je vais donc déjà payer sur place, environ 80 balles. C'est vraiment des raclures. Et trace de l'infraction sur le plus petit des casiers pendant environ 1 an. 180 balles à filer, que tu lâches presque avec plaisir, tant ça représente même pas 5% de ce que t'as pu leur endormir avant. Tu sais très bien que c'est cette erreur d'inattention avec la flasque qui a fait sonner, et que le salopard t'a presque dit en partant qu'il ne fallait surtout pas t'inquiéter, que dans 1 an tu seras blanc comme neige. Pendant qu'il m'expliquait ça, je l'entendais presque dire « Pas de soucis, français de souche, Fresnes, c'est pas pour toi. » Quelle horreur, quoi. Ah. On le rappelle jamais assez, hein, mais le système judiciaire est avant tout un système post-colonial. Bisous. Les bonnes manières, ça s'apprend. Que les hangars à marchandises soient une conséquence ou un moteur du capitalisme moderne importe peu. Chaque jour qui passe, il contribue à laminer le monde paysan et à nous faire bouffer de la merde, à exploiter les esclaves du textile asiatique pour habiller les ouvriers mal payés de chez nous. Passons les détails. Toute l'industrie de la distribution de masse pue l'arnaque, l'exploitation dégueulasse et le pétrole. Et Auchan, Carrefour ou Inter ont à leur tête les pires raclures. C'est dit, c'est redit. Sortir du supermarché, disent les groupements d'achat bio. Mieux vaut surenchérir. Raser toutes ces surfaces de hangars qui entourent les villes serait plus réjouissant. Et tant qu'ils défigurent encore nos paysages, il ne nous reste qu'à les piller sans vergogne. Préférons alors un slogan comme « sortir tout ce qu'on peut des supermarchés ». Sauf à considérer valide la thèse du changement individuel. Si tout le monde mangeait bio, si tout le monde triait ses déchets, si tout le monde arrêtait de se rendre dans les supermarchés, et si tout le monde volait,
Il semble aller de soi qu'on ne combattra pas la grande distribution par la chour personnelle. On peut malgré tout l'encourager autour de nous, comme une bonne manière à répandre. Hop, bah bonne nuit Caligula. Faites beaux rêves, emplis d'infamie. Euh, on en fait toutes et tous l'expérience. Ces hangars sont souvent des passoires à bien des égards. Avec quelques précautions et quelques bons outils, la chose paraît plutôt aisée. L'obstacle fondamental est dans les têtes, dans les battements des cœurs ou dans les jambes qui flageolent. Et on n'est pas toutes et tous égaux là-dessus. Peu importe à notre niveau de tolérance au stress en situation de chapardage, le remède est le même. L'entraînement quotidien, hebdomadaire, que ça devienne une habitude, un réflexe, un automatisme, un tic, comme un prolongement du bras et de l'esprit qu'on ne recommande plus, comme la main invisible du marché. L'art de prendre sans se faire prendre et sans se faire voir, sans attirer une once d'attention. Le pot de miel d'Agassa Bio est en rayon, le pot de miel est dans le manteau. Rien ne s'est passé, rien ne sonnera, le miel est déjà chez toi. Pour ma part, il fut utile de m'astreindre à quelques règles pour créer ce genre de bonne manière. Comme s'obliger à ne jamais sortir du hangar sans rien voler. Même dans le pire Auchan surfliqué, même au petit matin, même dépassé par un gros rhume d'hiver. Une boîte de foie de morue dans les plus mauvais jours, mais une boîte de foie de morue quand même. Pour maintenir le cap, pour travailler son accoutumance au vol. Au fil des semaines ou des mois, la règle peut devenir obsolète. Il est alors temps de passer à un rituel plus productif. Pour 1 euro payé, 1 euro volé. Mais alors très vite, quand on est sur cet objectif de résultat, la facilité à voler peut aller crescendo. Rapidement, la règle consiste à sortir d'un hangar en lâchant le moins de fric possible. Jusqu'à se pointer à la caisse avec une bouteille d'eau minérale, les poches blindées. Pour certains hangars à bricolage, on est tenté de passer au 100% chour. Sortir sans rien acheter. Ouais, mais on peut sortir de bonne manière. Comment se pointer à l'accueil et d'une voix mielleuse demander s'il dispose en rayon de tels produits dont on sait par avance la réponse négative. Tout sourire, on dit au revoir et on se casse. Ensuite, c'est la frustration qui monte. Quelles que soient les combines et les accoutrements, on veut toujours plus. Une règle sympa consiste alors à multiplier par 2 la capacité de vol par un aller-retour. À l'extérieur, un petit blindage rapide, puis avec toujours cette voix mielleuse à l'accueil. Je peux laisser mon panier ici, j'ai oublié mon portefeuille, ma liste de courses, mon téléphone dans ma voiture. On se vide discretos sur le parking et les poches sont vides pour se faire un plaisir à nouveau. Enfin, il y a une règle immuable, mais parfois difficile à tenir. Toujours tranquille, toujours vérifié, toujours sur ses gardes, toujours net et sans bavure. Et limiter un peu les excès, car on a vite fait de se prendre au jeu de l'adrénaline et de la possession d'objets à tout va. On veut le blouson nord d'en face. On veut le blouson nord-face. On veut la perceuse Makita et le champagne. On veut du Nutella bio et des chaussettes neuves tous les matins. On veut du tofu à l'ail parfumé, au mori et à l'huile de noix bio. On veut tous les outils neufs dans son atelier. On veut des plaques de choco praliné bolivien à chaque pause café. On veut tout piquer. On veut faire un détour pour la chour. On veut chourer pour jouer. On veut la décharge d'adrénaline. Alors, faut-il alors faire un peu chemin inverse pour éviter de passer son temps dans ces hangars qu'on aimerait voir disparaître? Dans tous les cas, vive la fauche. Vive les faucheurs, vive les faucheuses. Beau voyage dans l'univers de la chouchou. Et avec effectivement un Rise Up, tac, que d'ailleurs je n'ai jamais visité. On va le découvrir là. En tout cas, c'était la fin. Ah oui, mais je suis con, mais Rise Up. Bah oui. Mais non, mais oui, je veux visiter tout de même. Alors. Oh. Oui, mais je suis une nouille. Non, mais je suis une méga nouille. C'est pour les contacter.
Bon alors, est-ce que vous avez... mais enfin, on m'offre des abonnements chez MV. Mais comme ça. Ah. Bon, est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des choses que vous inspire tout ceci, tout ce beau lyrisme? Parce qu'au final, la dernière fois, c'était littéralement toute la partie technique qu'on a vue. Ah, tu vas te coucher, Valka? Je te souhaite une bonne nuit. Bon, moi, dans tous les cas, je sais que je vais continuer à streamer après. Et ben, écoutez, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Ça... Enfin, vraiment, j'en ai déjà vu beaucoup. Des textes revitalisants. Mais celui-là fait vraiment partie du haut du panier, quoi. Il donne vraiment beaucoup de force, je trouve, et... Ouais, quoi, enfin... C'est justement, enfin, quand on parle beaucoup de problématiques liées au capitalisme, enfin, en tout cas très directement liées au capitalisme, on se sent beaucoup désarmé. Et ça, je trouve justement que c'est un texte qui réarme énormément, même si on veut pas se mettre à chourer, tout et tout, quoi. Bon allez, moi dans tous les cas, j'arrête l'enregistrement. Au revoir YouTube.